Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Panaméricaine, le podcast consacré aux recherches en sciences humaines et sociales qui portent sur les Amériques. Pour vous accompagner en cette rentrée, nous vous proposons un épisode un peu différent puisque nous avons eu le plaisir d'être reçus par Carmen Bernand, anthropologue et historienne, professeure émérite de l'Université Paris-Nanterre, autrice de plus d'une vingtaine d'ouvrages. Nous allons revenir avec elle sur l'ensemble de sa carrière d'américaniste, de Buenos Aires à Paris en passant par Pindeli dans les Andes équatoriennes. Elle évoquera ses différents travaux de recherche, ses collaborations scientifiques les plus importantes, son goût de l'enquête et de la transmission, des mots et des archives. Chère Carmen, bonjour et bienvenue sur La Panaméricaine. Merci de nous recevoir chez vous pour enregistrer cet épisode exceptionnel consacré à votre carrière d'américaniste. Voilà, sur La Panaméricaine, nous avons plutôt l'habitude d'interroger des duos de chercheurs et vous êtes la première à nous présenter seule votre long parcours de recherche sur les Amériques. Commençons par le commencement. Comment est né chez vous ce désir de travailler sur des terrains américains? Avant de venir en France, vous avez été anthropologue de formation à Buenos Aires, il me semble. Oui. Donc, est-ce que vous pourriez revenir sur vos premiers terrains? Des terrains, je crois, qui n'ont pas été poursuivis, notamment à cause de l'avènement de la dictature en Argentine. Quel est votre regard aujourd'hui sur ces premiers travaux et votre approche d'étudiante en début de vingtaine? Moi, je crois que j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là sans savoir qu'il y avait une anthropologie. Une année où, par manque d'argent, nous ne sommes pas allés à la plage, mais au grand delta du Rio Uruguay en Argentine, où personne n'y allait parce que c'est un peu éloigné et c'est un peu sauvage. Et là, j'ai vu de mes yeux ces fameux gauchos judíos, des juifs habillés en gauchos, avec les yeux clairs parce qu'ils venaient de va-t-en savoir d'où, de Pologne ou autre, et qui allaient à cheval, et puis des personnes qui allaient le long des fleuves. Et ça m'a marqué parce que tout le monde était... Ma mère n'était pas très contente d'y être, qu'il y avait des moustiques et des choses comme ça. Bon, et ma sœur non plus s'ennuyait, elle était plus petite, et moi je trouvais ça phénoménal. Et là, j'ai appris aussi qu'il y avait des gens qui étaient des protestants allemands qui chantaient des hymnes le soir, après avoir travaillé toute la journée. Je trouvais ça curieux. Je crois que c'est le début de cette chose. Ça, c'était du coup pendant votre enfance. Et ensuite, vous avez commencé une formation en anthropologie à Buenos Aires? Oui, parce que je voulais être écrivain, à vrai dire. Ça comme ça, je serais écrivain. Mais il faut quand même se former un tout petit peu. Et je suis allée à la faculté de Filosofía y Letras qui, à cette époque, bénéficiait de professeurs très bons que les guerres successives européennes avaient ramenés à Buenos Aires. Donc, c'était un enseignement gratuit en plus. C'était une université gratuite, la première de tout le continent américain. Et donc, je file à la première année, histoire de l'Espagne, littérature espagnole, du latin que j'avais déjà fait au collège. Bon, tout ça, ça me plaisait. Et puis, je découvre qu'il y avait un petit musée à côté de l'université qui essayait de faire des cours et de former une carrière. À part de celle générale où on avait le droit d'aller, de faire deux enseignements d'anthropologie. Et donc, je me suis retrouvée dans ce vieux musée qui existe toujours, avec des gens, on n'était pas nombreux, on était 8. Et alors, on s'est dit avec l'assurance de la jeunesse, on va faire du militantisme pour qu'on crée la carrière d'anthropologie ici. Et donc, tout ça a été assez mouvementé, mais on est devenus donc les anciens. Et puis on accueillait les nouveaux, et l'anthropologie était assez bien faite, parce qu'il y avait aussi des étrangers qui étaient venus et qui avaient des connaissances que d'autres locaux n'avaient pas. Et j'ai beaucoup aimé cela. On a fait des petites excursions. Et puis un jour, et c'est là le début de tout, avec mon amie Mirta, qui est toujours à Buenos Aires, on s'est dit, bueno,
il faudrait quand même aller voir ce qui se passe hors des frontières de Buenos Aires. Pourquoi n'irait-on pas au Pérou? Et on est allé au Pérou en train, c'était pas des trains électriques, c'était des trains à l'ancienne, hein. Ça met plusieurs jours. Mais ça nous a paru merveilleux. Le train s'est arrêté à la frontière bolivienne en disant « Ya no da más ». On est descendu et là, il y avait une sorte de fête des douaniers boliviens et qui était très indigène, à laquelle on a été invité. Et de fil en aiguille, on s'est fait des amis et un camion du prolétariat nous a emmenés jusqu'à Potosí, et puis après, on est arrivé enfin au Pérou. Et donc ça a été une sorte d'initiation, parce que les gens étaient très étonnés de nous voir. Personne ne faisait du tourisme là. Alors ils nous protégeaient. J'ai dit, non, eso son muy malos, restez là, bon. Et j'ai gardé des liens, après, il y a des personnes qui ont disparu, malheureusement, mais des liens avec une personne plus âgée que moi encore, mais sinon c'est des amitiés de toute la vie. Et cela nous a, et je finis parce que ça c'est le point important, on nous a baladés un peu partout, on est rentré par ce qu'on appelait la Ruta de los Valientes, qu'il fallait aller par le désert du Chili, c'était 10 fois moins cher. Si je me mets à parler de ça, on n'en finira plus. Et à partir de là, on a dit, bon, l'année prochaine on revient, on va travailler toute l'année, nous autres, pour assister à une bataille de pierre qui a lieu dans les montagnes les plus hautes de Torto et de Chairaje. Et ça va être pour nous notre premier texte anthropologie. Et c'est comme ça que des jeunes filles peu à l'ancienne, on s'est retrouvés. C'est très compliqué à expliquer parce qu'on nous a protégés aussi, hein, à voir des rituels qui comportent la mort de quelqu'un, dont j'ai les photos. Et donc, nous, on était bouleversés. On a fait ça 2 fois. Et puis après, il y a eu un autre terrain qui était organisé par l'Université de Buenos Aires, en Argentine. Et arrive la fin de mon cursus argentin ou de latino-américain, au moment où on décide avec Mirta de passer une dernière thèse qui nous donnait plus de points pour postuler, et on est allé dans un lieu d'exploitation de canne à sucre qui se trouve à la frontière de la Bolivie, aussi en Argentine. Je vous signale que c'était l'époque de Fidel Castro. Et cette canne à sucre était travaillée par des Indiens chiliguanos, donc des gens qui sont assez proches de ceux que mon élève et ami Capucine Boisdin a si bien étudié. On avait des tas de projets lorsque, tout d'un coup, des camarades de l'université ont trouvé que c'était le lieu idéal pour faire une révolution. Parce qu'il y avait de la canne à sucre, c'était de la folie pure. Ce sont les gens, les indigènes, qui nous ont dit attention, il y a des fous, unos locos. Bon, on pensait savoir qui ils étaient. On est rentré, il fallait rentrer parce que les propriétaires de la canne à sucre, ils rigolaient pas, hein, c'était des durs. Et les projets qu'on avait avec les Chiliguanos sont tombés à l'eau parce que à partir de là, tout a été très compliqué en Argentine. Mirta est partie en Orient et moi je suis venue en France après une lettre de Lévi-Strauss. Je lui avais écrit auparavant et je croyais qu'il ne me répondrait pas. Monsieur si important. Il m'a dit venez, on vous attend. Je lui avais raconté les batailles, les pierres, les chiliguanos, tout ça. Et donc je suis arrivée avec mes petites économies et quelques dollars que m'ont donné mes parents en France en 1964. Merci. Je précise que vos photographies, justement, de cette bataille rituelle dans les Andes, ces photographies ont été publiées sur le site Nuevo Mundo, donc la revue américaniste accessible en ligne. Donc on peut voir toutes vos photographies, justement. Exactement. C'est très bien et je suis très contente parce qu'on avait fait un accord
Et donc, parce que moi, bon, c'est des choses que je garde, mais je préfère qu'il y ait des archives parce que c'est unique, c'est le hasard multiplié par je ne sais pas, surtout parce que à la fin des batailles, on prend des femmes pour les violer. Et alors, le propriétaire foncier qui nous protégeait, parce qu'il fallait une protection, il avait dit, s'il leur arrive quelque chose, vous aurez affaire à moi. Alors les gens tous tremblaient, et donc ils nous ont dit, maintenant, nos vamos. Faire la transition avec justement cette lettre, cette correspondance avec Lévi-Strauss et votre arrivée à Paris. Vous allez entrer justement dans ces cercles intellectuels. Vous suivez le cours notamment au Collège de France de Claude Lévi-Strauss, ainsi que son séminaire, mais aussi les cours donc de Maurice Godelier. Pour préparer cet entretien, on a aussi lu votre entretien avec Françoise Lestage, oui. Donc, qui a été publié, on mettra la référence. Alors on voulait savoir justement par rapport à vos liens avec Lévi-Strauss, Godelier... Je peux ajouter quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Alain Touraine, parce que moi je devais travailler, je n'avais pas d'argent, je n'étais pas boursière. Et Lévi-Strauss a téléphoné à M. Touraine pour dire, ici il y a quelqu'un qui serait très bien pour votre centre de documentation. Et donc j'ai travaillé, et donc grâce à lui, j'ai pu continuer. Et vous suiviez son enseignement aussi Oui, alors c'est de sociologie, c'était des batailles terribles. C'était un autre séminaire que celui de Lévi-Strauss où les gens n'osaient pas. Et donc j'étais très contente, et bon, on a fait le nécessaire, moi et un Brésilien, pour donner à cet homme qui nous avait tellement aidés, finir son centre de documentation qui était tout à la main, les fiches, vous voyez. Mais on l'a fait pour lui, parce qu'il avait été généreux et très sympa. Et comment ça a été d'être dirigé par Claude Lévi-Strauss, de faire votre réaction ? Alors Claude Lévi-Strauss était un homme apparemment très froid, qui nous faisait un tout petit peu... on n'osait pas, c'était un homme ancien, à l'ancienne. Alors il m'a dit, oui, c'est très intéressant cette histoire de bataille, mais moi j'aimerais beaucoup, pour cette thèse qui était la première, que vous preniez le manuscrit d'un ancien élève qui s'est suicidé, Lucien Sebag, que vous avez connu dans mon séminaire. Il s'est suicidé, je crois que c'était 3 mois après mon arrivée. Donc je l'ai connu un tout petit peu. Alors si vous pouviez reprendre, parce qu'il a des textes, mais c'est comme si on mettait des fiches, structurer cela, et puis vous travaillez pour voir le contexte général, ce serait très bien. Alors, peut-être que vous pourriez préciser pour nos auditrices et auditeurs qui ne seraient pas familiers avec le travail de Lucien Sebag. Alors, Lucien Sebag était un homme très cultivé qui était allé dans le nord de l'Argentine, à la lisière du Brésil, pour faire une enquête sur des Indiens, des Ayorés, que personne avait fait avant lui, et donc qui donnait un autre aperçu de ces tribus de chasseurs-cueilleurs. Et donc il avait un journal qui était écrit de façon infernale, d'une écriture très petite. Ça traduit toujours quelque chose, ça. Alors je prends ça, et je me défiche, bon, il faut que je lise tout ça d'abord, ensuite voir les Ayorés. Et les Ayorés, j'ai trouvé qu'ils avaient à voir. Lui, il ne le disait pas, alors j'avais quelque chose à faire, moi, que reprendre les notes. Et ça avait beaucoup à voir avec Ayoré et Chamacoco. Alors j'ai dit, bon, ben ça, c'est très bien, parce que ça va me permettre de voir les choses. Et donc, j'ai commencé comme ça, et tout d'un coup, je voulais voir aussi j'avais l'habitude de consulter les anciens. Alors, je vois qu'il y avait eu des missionnaires,
allemand dans la région. Et j'ai dit à monsieur Lévi-Strauss, monsieur, j'ai une petite difficulté parce que les seules sources écrites qui existent pour avoir une idée de l'histoire un peu de ce peuple sont en allemand. Et il m'a dit, madame, l'allemand, ça s'apprend. Point. Alors, je me suis dit, il a raison, quelle honte, mon Dieu, quelle honte. Alors, j'étais déjà mariée. J'ai dit, écoute André, il faudrait que je fasse de l'allemand. Ah bah c'est très bien, parce que comme ça, tu me rendras service aussi. Alors, on avait un petit institut Goethe à côté du Luxembourg. Et là, j'ai appris l'allemand, et je le dis au public, heureusement que j'ai eu une prof à l'ancienne qui nous a fait répéter les déclinaisons. Il faut quand même les répéter. Tu ne peux pas les apprendre comme ça, à la légère. Et puis des mots, et l'accent. Et moi, je suis très contente. Et mon mari, qui m'attendait à la porte, il avait les confidences d'un arabe qui était très bon en allemand, et il a dit, votre femme a raison, parce que celle-là, c'est la bonne. Les autres, c'est des gens foutres. Je l'avais dit comme ça. Alors, j'ai appris pour lire. Cette question, c'était aussi l'occasion pour nous de retracer un peu vos influences intellectuelles du moment. Alors, oui, j'ai connu dans ce séminaire de Lévi-Strauss des gens très intéressants comme Françoise Héritier et bien d'autres. Même Foucault est venu un jour faire une présentation de son livre, le premier, qui a eu tellement de succès. Bon, donc c'était pour moi extraordinaire. Puis il y avait des étrangers qui passaient, des Américains, des Italiens, et c'était très bien. Mais je voulais aussi faire d'autres séminaires, et je suis tombée sur Godelier, Maurice Godelier, qui m'a beaucoup apporté, je tiens à le dire, qui était une personne très joviale et très amusante. C'était un marxiste. Alors là, on parlait des forces productives, ce qui n'était pas le cas pour le séminaire de Lévi-Strauss. Et donc, Maurice avait une habitude, on était quelques-uns qui suivions ce séminaire très animé de Godelier, on ne s'ennuyait pas une seconde. Il avait une habitude, c'est que tous les mois, il nous disait « Bon, vous venez à la maison ». Comme ça, on mange et on rigole un peu, et puis on travaille quand même sur ces forces productives. Ça, il faut quand même aller de l'avant. Bon, alors on était très peu, on allait là-bas, et il nous faisait un séminaire pour nous, dans une ambiance très bonne. Et puis tout d'un coup, il dit « Bon, assez parlé, on va danser un peu ». Alors il mettait des cha-cha-cha ou des trucs comme ça, et alors on dansait. Sa femme aussi était très contente, et puis après il dit bon, revenons à l'essentiel. Et alors on continue. Et donc je regrette énormément qu'il ait eu cet accident quand il est parti en Océanie, parce que au fond cet accident lui a gâché beaucoup d'occasions. Il a continué, c'est un homme très brillant et très intelligent, mais sa santé a souffert un peu beaucoup de cela. Mais je tiens à le dire parce qu'il y a des gens qui l'oublient, et d'autres que parce qu'il était marxiste, bon, on le met de côté. Et moi, je crois que c'est le meilleur prof que j'ai eu de ma vie. Ébauche de la montagne. Rien ne vient altérer la ligne d'horizon, ni la respiration saccadée du vieux train, ni les escarbilles insolentes, encore moins sa cadence sensuelle. Il faudra un soleil et une lune avant d'entrevoir le point imperceptible du basculement des lignes dans le léger froissement de la terre, imitant les rides de la mer sous la brise qui deviendra orage. Dans l'immensité, sous mes yeux déployés, les ondulations deviendront des vagues, et les vagues des tertres, puis des collines, jusqu'au moment solennel où, de la plaine vaincue, poindra le sommet resplendissant. Alors la cordillère s'étalera dans sa majesté incontestée. Après une thèse de 3e cycle sur les écrits de Lucien Sebag, vous avez entamé
et terminé d'ailleurs, une thèse d'État basée sur un terrain à Pindilig dans les Andes, où vous faisiez notamment de l'anthropologie médicale, mais ça a été après un basculement, puisque vous aviez, je crois, préparé des problématiques d'enquête, des hypothèses, et tout a été balayé pour travailler sur le malheur dans ce village. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce processus d'élaboration du projet avant le terrain, comment il a été balayé pour travailler sur le malheur? Bon, je voulais au début prendre un village quelconque. Tout le monde se ruait sur le Pérou. Et vraiment, tous mes camarades, c'était vraiment le lieu où il fallait être. Et moi, je ne voulais pas reprendre les batailles. Pour moi, c'était une sorte de trésor. Je ne voulais pas faire autre chose, le reprendre. Et donc, je me suis dit, en Équateur, personne n'y va. Effectivement, personne. Et donc, pourquoi ne choisir pas l'Équateur? Après tout, c'était la terre d'Atahualpa, et on est dans le monde andin, mais de l'autre côté. Nous avions, mon mari et moi, nous avions pensé aller à un colloque des américanistes au Pérou, et pour ce faire, aller en bateau. Et en passant par l'Équateur, avant d'arriver à Lima, on a eu une vision, je dis on parce que lui aussi a été surpris, une vision d'une montagne absolument extraordinaire qui était le Chimborazo, qui est une des plus hauts sommets d'Amérique. Et on a vu aussi des gens très sympas, des indigènes de Otavalo qui venaient vendre des petites choses, très souriants, pas du tout comme au Pérou, ils sont plus réservés. Et donc cette image s'est beaucoup greffée sur mon projet, et au lieu d'aller avec tout le monde, il y avait toujours les mêmes problématiques au Pérou. Je me suis dit, je vais tenter de faire quelque chose de différent, il n'y a pas grand monde, sur l'Équateur, qui m'a l'air très beau et très intéressant. Et ce qui a été fait, et alors en Équateur, il y avait des gens, des Français qui étaient, pour des raisons pas politiques dans ce sens, mais ils étaient des fonctionnaires tout de même du consulat, et je leur ai demandé, moi je voudrais aller dans un village qui soit pas folklorique, quelconque. Et je reprends ce que les gens de ce village m'ont dit après. Nous sommes un village botado del mundo como un zapato viejo. Comme une vieille chaussure. C'était ça que je voulais. Parce que quand c'est folklorique, c'est un autre problème. Et donc, je l'ai trouvé en demandant à des spécialistes équatoriens, je dis un village qui soit du côté de Cuenca plutôt, parce que on revient avec un enfant petit, mais qui soit indigène. Et alors, on va dire, avec Pindilig, c'est parfait, personne n'y va. Et ce n'est pas très loin de Cuenca, si jamais il y a un problème de santé, mais c'est haut. On dégringole jusqu'à Cuenca, mais bon. Et on arrive dans je ne sais pas si on peut l'appeler un bus, c'était une sorte de camion qui, une fois par semaine, montait pour porter des choses aux gens de Pindilig. Et alors, on descend, et les gens qui étaient là se précipitent. Qui êtes-vous? Comment? Et alors, chacun propose un hébergement, très surpris. Et je tombe sur celle qui deviendra ma comadre. Et depuis ce jour, la tradition a couru dans ce village que llegaron 3 personas, el caballero, la niña Carmencita y un niño muy bonito, muy bonito. Bon. Alors, et la niña Carmencita, elle n'avait pas mis le pied par terre à Pindilig qu'elle a commencé à parler Castille. Et alors, mon mari, il a eu un peu marre, il a dit oui, mais ça n'a pas beaucoup de mérite, ses parents sont espagnols. Y eso que tiene que ver? Que pour eux, les Espagnols, c'était comme les Incas, c'était ceux de la conquête, il n'y avait pas d'Espagnols. Je regrette pour les compatriotes. Y eso que tiene que ver? J'ai trouvé que ce village était assez intéressant déjà. Et le lendemain, je croise un personnage, me dit celui-là, c'est un guérisseur. La tête, je dis bon. Il me dit comment vous saviez que j'étais là? J'imaginais, je dis bon.
Et à partir de là, j'ai commencé à me rendre compte que tout le projet que j'avais sur le passé était absurde, parce que les gens ne parlaient que de quelque chose, les malheurs qu'ils avaient, les malheurs des terres. Bon, tout le monde connaît des paysans, cela était effectivement très rustique, les terres n'étaient plus comme l'avant, etc. Il y avait des raisons, et il y avait le malheur aussi des gens qui s'en vont à la côte et qui dépeuplent, et le malheur des maladies. Et alors avec mon ami rencontré le premier jour ou le deuxième, on a commencé à parler et je me suis rendu compte qu'au fond, le sujet qui était présent partout, c'était pas le passé, l'Inca Atahualpa, que peut-être on le sortait une fois par an. Le problème, c'était le malheur, la conception du malheur. C'est comme ça que c'est venu. Et alors, il y avait des classifications au départ, et là, mon mari m'a été très utile, qui étaient des classifications anciennes, latines. Mais c'était dit autrement, bien sûr. Et donc, ça commençait à me passionner et j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et ce que je voudrais laisser, si quelqu'un écoute ces mots, l'importance du discours de l'autre, les choses qu'il dit. Parce que il parlait certes un espagnol. Bon, moi, quand je connais très bien l'espagnol, je peux deviner. C'était pas si facile pour un étranger. Et on disait les choses comme ça, pas de façon très claire. Si toi tu tiquais sur ça, il répondait, il sondait parce que ça portait malheur. Que ils étaient catholiques, católicos romanos. Bon, très bien, mais le catholicisme s'arrêtait avec le village. Après, c'était les montagnes. Mais si j'avais dit los dioses antiguos, ça ne servait à rien. C'est pas ça, quoi. Alors, las tierras fuertes, etc. Et j'ai été fascinée par le vocabulaire et la façon dont il parlait. Et j'ai recueilli pas mal de choses sur la sorcellerie. Au début, on m'expliquait un tout petit peu, en parlant fort pour que je comprenne. Bon. Et alors, ils ont dit, oui, ça c'est très important. Moi, j'avais un petit enregistreur qu'ils appelaient El Radio. Alors, El Radio, on dit, on est en train de discuter de choses très importantes. Ils me le disaient pas comme je le dis, c'était le plus confus. Et donc, il faut El Radio. Ah, mais vous êtes d'accord que je mette El Radio? Ah ben tout à fait, parce qu'après tu vas dire n'importe quoi. Bon, El Radio. Et donc, j'ai les constructions des phrases. Et c'est ça qui est rare en ethnologie, parce qu'il y a une synthèse de ce qui est dit. Et là, j'avais les choses telles qu'elles étaient énoncées, avec les accents, avec les silences significatifs. À tel point que mon mari a dit, tu devrais, en France, faire de la psychanalyse, parce que ça, c'était incroyable. Il était très étonné. Et alors, ils avaient une confiance énorme en moi, ce qui me gratifie beaucoup. Et je suis encore en contact, parce que les jeunes générations, là, elles ont plus d'argent, et elles savent Internet mieux que moi, et donc, ils m'envoient des saludos et des choses comme ça. Bon. Et donc, c'est ces concepts. Et j'ai suivi un séminaire sur la médecine avec Monsieur Benoît et autres, parce que je voulais quand même avoir des informations plus solides. Et cela m'a beaucoup servi, parce que j'ai fait un terrain en France qui était important, parce que étant enseignante, je voulais pas leur parler de choses exotiques. Et alors j'ai dit, on va faire une enquête chez les vieux. Parce que les vieux sont finalement comme les paysans de Pinilly, ils sont plus rien. Et alors, il y a des institutions, et puis il y a la maison de Nanterre. La maison de Nanterre, je m'entends vous dire que c'était sinistre. C'était du Foucault. Et donc, moi, je suis arrivée avec un petit sac et un tricot. J'ai dit, je voudrais voir les petites vieilles. Et les hommes, j'ai pas osé, parce qu'ils étaient sinistres. Les petites vieilles avaient organisé
les plus fortes des choses. Du point de vue ethnographique, c'était extraordinaire. Et donc là, j'ai eu une vision européenne, française, du malheur. Et ça se passait comme à Pindilig. Et comment les gens ne commencent pas à dire « je suis né telle année » et puis. Ils commencent par le malheur. Si, par exemple, à Pindilig, si je n'étais pas allée faire pipi le soir, jamais j'aurais été contactée par l'arc. Mais il avait envie, il est sorti. Et c'était le même discours à la maison de l'autre. Si je n'avais pas lâché mon ancien patron, je ne serais pas ici. J'ai beaucoup d'autres choses, mais je donne ces deux. Et moi, ça m'a fasciné, le discours des autres. C'est ça, en fait. Et peut-être avant de passer à autre chose, est-ce que vous pourriez donner des exemples un peu plus concrets pour que les auditrices et auditeurs se rendent compte à la fois de ces classifications latines dont vous parliez tout à l'heure de la médecine, latine sans être dite comme telle, mais aussi du vocabulaire qui vous a qui vous a frappé dans les centres. Quelles étaient les classifications? C'était des classifications qui tournaient autour des humeurs. Et la théorie des humeurs est une théorie de la Renaissance. Et donc, ce sont des humeurs qui montent, qui descendent, qui s'en vont, qui sont pourries. Bon, après, il y a toutes les nuances et qui font que. Et puis, ça, c'était une catégorie médicale. Alors, et là, par un miracle de la poste qui fut unique, j'ai reçu une lettre en disant, on vous invite à un colloque de médecine du XVIe siècle qui aura lieu en Grèce. Je n'ai pas allé. Mais je l'ai montré au guérisseur qui m'a dit, ah oui, parce qu'il savait que j'étais là. Les humeurs, c'est moi qui vous ai dit, humores. Los humores muy malos. Alors ça, ces gens-là, ils sont de quel endroit? Oh, ils sont très loin. En Grèce, c'est où ça? Ben, c'est très loin. Bon, alors ça, c'était pour les humeurs. Il y avait tout ça qui venait. Et puis, il y avait le regard de l'autre sur toi, le regard de la pierre sur toi. Et là, c'était autre chose, avec toute une série de symptômes que j'ai beaucoup étudiés. Et puis, il y avait les mots. Et là, ça rejoignait aussi mon expérience de Nanterre, parce que tu peux pas lâcher des mots comme ça. Les mots sont toujours destinés à quelque chose. Les mots et le regard. Et alors, au début, j'avais du mal à suivre parce que personne ne parlait en son nom. Je pense à Pindilig. Et il disait disque. Alors, qui a dit que elle, c'est elle, c'est pareil. Homme ou femme. Alors, tu t'embrouilles. C'était un discours très embrouillé pour dire, à la fin, j'ai compris quand même, que un tel était un sorcier. Mais tu peux pas le dire comme ça. Et alors, elles se sont rendues compte que je savais, que j'ai compris, elles ont trouvé ça très bien. Mais elles m'ont pas expliqué. J'ai dû chanter. Et j'ai compris l'importance de la parole et qui est universelle, en fait. Et c'est vrai aussi, mon mari m'avait dit, en Égypte ancienne, si tu lances un mot et le mot, il est performatif. Et donc, tout ça m'a absolument passionnée, parce que on peut pas étudier ces coutumes sans connaître les mots pour le dire et les gestes, parce que ils disent pas 2 points et font là c'est pas bon. Mais nous non plus au fond. Je me suis aperçue dans les salons de médecins et de dentistes. Nous non plus. Mais bon, nous on pense que c'est normal. Et donc il y a les mots qui sont porteurs. Et ça, je l'ai toujours suivi. Même si après je suis allée à Sique, aussi en Équateur, à d'autres endroits, et je l'ai toujours utilisé. Et je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous ne l'avez pas. J'avais fait avec un ami qui était poète décédé aujourd'hui, parce qu'on avait besoin d'un tout petit peu d'argent. On nous avait dit, si vous faites une enquête sur un assassin qui n'a pas encore été arrêté dans le nord de la France, on peut en faire un livre, parce que cet assassin, personne ne sait qui c'est, il n'y a que des commérages et des voix. Et alors là, aussi, parce que on avait eu la liste des présumés. Je ne sais pas si c'est légal, ça, mais enfin, on s'est dit, il y a 2 idiots là qui vont
agiter les gens, alors profitons-en, la police n'en pouvait plus. Et on trouve ça aussi, les silences ou les mots qui remplacent les autres. C'est pour ça qu'il faut écouter très bien, que le vocabulaire est très important, et sans lui, tu n'as qu'un récit très pauvre. Et puis il y a les gestes. J'ai été très très contente de cela parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et surtout, leur problème dans les Andes, j'ai fait aussi un autre terrain plus au nord, était la question de l'envidia. Parce que si on dit envie, en français, c'est un terme qui nous induit en difficulté. Envidia. Et l'envidia, c'est le regard jeté vers. Et ça, à force de voir les gens et tout, quand je vois certaines situations ici, je vous assure, je l'ai dit à un ancien élève à moi, je dis, c'est ce que je pense. Parce que la structure de la phrase est la même. Alors justement, donc après, nous avoir expliqué votre terrain et justement votre méthodologie d'enquête aussi en anthropologique, vous avez décidé ensuite de faire de ce qu'on appelle de l'anthropologie historique. Peut-être que vous pourrez revenir sur justement comment on peut définir cette discipline. C'est-à-dire que vous avez voulu aussi aller voir des archives. Vous avez eu aussi ce goût de l'archive. Alors comment est-ce qu'il est venu? Comment est-ce que vous avez considéré que c'était essentiel justement d'aller plus dans l'histoire pour continuer vos recherches? Parce que j'ai eu 2 amis historiens. Le premier rencontré était Nathan Wachtel et le second c'est Serge Gruzinski. Et donc eux m'ont dit, et ils étaient dans les archives, ils parlaient tout le temps d'archives, et je me suis dit il faudrait quand même que j'aille voir un peu comment ça se passe. Et je suis donc allée à Séville, qui est le centre des archives concernant l'Amérique, mais il y a d'autres lieux aussi. Et grâce surtout à Serge, plutôt que parce que Nathan a été très occupé, grâce à Serge, il m'a dit tu dois faire ci et ça, tu vas voir, c'est très facile de lire. Parce que moi, j'ai jamais lu cette écriture. Et donc là, j'ai beaucoup appris. Et ce qui m'a intéressé, d'abord, c'est le fait que ce sont des archives universelles, d'une certaine façon, parce que, je ne sais pas si c'est le terme universel est bien choisi, mais elles partent de ce que disent les gens. Donc, c'était exactement ce que je cherchais. Et alors, ils répètent ce que la personne a dit et que l'autre a répondu, etc. Parce qu'il y a toujours un délit, soit un délit de religion, soit il a tapé sur son voisin, soit il a volé un jeu de cartes. C'est là que je me suis rendu compte que, à l'époque, les lettres envoyées à la couronne, qui font le trésor de cette archive, portaient sur tout. Combien de jeux de cartes il y a dans le village de là, hein? Des choses qui nous semblent vraiment secondaires. Les étoffes, les ci, les ça, que disent les gens, les terres, les plaintes, toutes les plaintes allaient au roi, donc elles sont là. Et c'est un trésor phénoménal. Et donc là, je voulais savoir d'où sortait Pindilig, parce que pour les gens, ils avaient leur théorie. Mais moi, je voulais aller plus loin. Et beaucoup de choses correspondaient à leur fantasme qu'ils venaient des terres chaudes. Parce qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient remontés parce qu'il faisait très chaud, qu'il y avait des maladies et d'autres choses. Et donc, pour moi, les archives sont devenues
des textes, c'est comme un roman policier. Alors vous voulez savoir plus et vous prenez l'autre, le suivant et les personnages, et c'est absolument pour moi passionnant parce que ils utilisent les mots que moi j'avais entendus sur le terrain, puisqu'ils parlent espagnol. Et des mots un peu rustiques, mais bon, ils parlent. Et alors, comme ils sont religieux, tout le monde avait été baptisé d'office, ils sont catholiques. Et la question ne se pose pas. Mais alors apparaissent les autres questions. Et donc, les archives sont pour moi capitales, parce qu'il n'y a pas de culture sans histoire. Et le poids du passé est très important. Et les personnes d'aujourd'hui qui vont être coupées complètement du passé parce que l'histoire maintenant ça embête, ça n'intéresse personne, etc., vont avoir beaucoup de difficultés à se situer par rapport aux autres. Ça, c'est une évidence. Vous dites aussi que vous êtes allé dans les archives pour combler les silences du terrain. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette formulation? Oui, parce que je voulais savoir si des choses qu'il m'avait dites étaient et correspondaient. Et donc, par exemple, sur le fait qu'il croyait beaucoup dans les lieux qui étaient dangereux, pesadas, las tierras pesadas, ça apparaît ils l'ont pas inventé à l'époque où je suis allée. Cette idée qu'il existe des tierras pesadas, que ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a sous la terre quelque chose qui est puissant et qui peut donner le bien ou le mal. Et donc, c'est ça que je voulais voir. Et les noms, parce que ils disaient tous qu'ils descendaient d'un ancêtre. Alors oui, c'était un personnage qui a existé, mais les arbres de parenté étaient un peu différents. Et pour revenir donc sur votre amitié avec Serge Wyszyński, qui vous a amené à aller aux archives à Séville, cette amitié vous a conduit aussi après à nouer une collaboration scientifique assez longue. Vous avez écrit ensemble un premier livre sur l'idolâtrie. Et après, on pourrait y revenir aussi, c'est aussi ce grand projet éditorial de l'histoire du Nouveau Monde, en 2 tomes, pour les 500 ans de la découverte, entre guillemets, des Amériques par Christophe Colomb. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette Oui, ça a été une période merveilleuse, parce que, bon, on s'est très bien entendus, on était tous les deux des maniaques égalitaires. Et donc, on a dit, bon, on va faire tant de pages, tu fais tant et moi je fais tant. Tout était calibré comme ça. On met nos noms par ordre alphabétique. Bon, tout était sans problème. Et ça nous a passionnés parce que on trouvait des choses. Et ça a été un moment très très important. Et après on est restés amis. C'est fondamental de voir le contexte général, parce que sinon c'était un petit village. Alors ça te donne une image minuscule au microscope. C'est mauvais parce que après j'ai beaucoup travaillé sur l'archéologie. Tous ces populations étaient en contact quand même, peut-être un contact indirect, mais il y avait des embarcations justement en Équateur qui longeaient les côtes. C'était complètement différent de ce que j'avais appris au début en histoire des indigènes. Il y avait une histoire à écrire, en tout cas à mentionner, même de façon... Il nous manque beaucoup de choses, et des images. Et c'est notamment aussi en lien avec ça, la notion de métissage, que vous avez beaucoup utilisée. Oui, parce que on a beaucoup discuté avec Serge, et effectivement, il y avait aussi des métis au Pérou. Les Indiens, les personnes que j'ai consultées disaient « Esos son indios de los cerros ». Eux, ils se considéraient comme des renaissants. Si on voyait les têtes, effectivement, c'était des indigènes, probablement déjà un peu métissés, mais habillés en indigènes encore. Mais eux, ils établissaient la différence. Et donc, et puis il y avait des gens qui, si tu les regardais, ils avaient des traits un peu africains, ce qui n'est pas étonnant parce qu'en Équateur, tout près de là, il y a quand même beaucoup de personnes africaines d'origine. Et donc, comme ça, je crois que
on a pu avoir une vision plus dynamique des choses. Parce que moi j'ai appris l'ethnographie des Amériques comme si c'était des groupes qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Alors ça c'était incroyable. Ils ont tous des choses à voir. Et peut-être pour boucler sur le début de la question, vous disiez que la scission entre anthropologie et histoire est absurde. Et dans cette collaboration avec Gruzinski et vos travaux personnels ensuite, est-ce que vous avez l'impression que vous avez porté le même regard sur vos interlocuteurs sur le terrain et sur les archives ? Est-ce que votre formation d'anthropologue a quand même fourni quelque chose en plus à la lecture que peut avoir un historien de formation ? Est-ce que vous pourriez revenir sur justement cette imbrication ? Bon, je le dis de façon modeste, hein, parce que je pense que la fréquentation de gens qui n'ont rien à voir avec toi, qui sont d'une autre classe sociale, d'autres origines, est très difficile si tu ne te mets pas à leur parler d'égal à égal. Et moi, j'ai constaté dans notre milieu que ce n'est pas toujours le cas. Et même quand j'étais en Argentine. Il faut leur parler comme à tout le monde. Et alors là, ça va. Et je l'ai fait aussi dans les Ardennes. Ils parlent français, ils sont français, mais ils sont paysans. Alors je leur parle normalement sur des commentaires communs et ça marche. Et donc je pense que cette oralité, se mettre à la place d'eux, c'est très difficile. Évidemment, on ne peut pas avoir cette prétention de se mettre à la place d'eux, mais essayer de se mettre quand même à son niveau. Et c'est pour ça que moi, j'étais la comadrita, mais je n'étais pas la señora. Mon mari était señor, caballero. Lui, oui, mais lui, il ne parlait pas bien, il comprenait presque rien à ce charabia. Et donc, il le respectait en tant qu'autorité, il faut une autorité. Mais moi, j'étais comme eux. Alors, faire des jeux de mots, c'est très important, des allusions. Et j'ai toujours eu cette tendance qui a fait que j'étais très bien vue. Et donc, c'est cette oralité qui est très importante en anthropologie. Donc, on est là dans deux formes de travail qu'il faut unir, parce qu'il y a quand même des vestiges, des documents, des lois, des achats de terres, des guerres, tout ça, ça existe. Mais ça, il faut le savoir par l'histoire. Vous étiez d'abord maîtresse de conférences, puis professeure des universités, et vous dites avoir dû prendre vos distances avec le laboratoire d'anthropologie sociale, puisque vous enseignez et pas vos collègues d'alors. Dans tous les entretiens qu'on a pu lire ou écouter, vous mentionnez l'enseignement et on n'y a jamais vraiment consacré une question à part entière. Que vous pourriez donc revenir sur ces pratiques d'enseignement que vous dites adorer. Est-ce que c'était votre souhait depuis longtemps d'enseigner, ou est-ce que c'était une découverte plus tardive ? J'ai toujours voulu enseigner. Quand j'ai appris à lire, j'ai essayé de l'enseigner à ma sœur qui était 4 ans plus jeune que moi. Et ça, c'était excessif. Mais sinon, à mes poupées. Bref, toujours, j'ai adoré partager. Et donc, l'enseignement m'a plu depuis le début. Et j'ai été un prof heureux à Nanterre jusqu'à la fin. J'ai vu passer des générations d'étudiants avec des problèmes différents, des problématiques différentes qui m'ont beaucoup aidé. Et alors, je tenais beaucoup à leur donner, à ne pas répéter les choses. À chaque fois, trouver quelque chose. Et pour les vieux dont on a parlé, c'était une idée qui m'était venue. Et je leur ai dit, vous savez, je n'en sais pas plus que vous. Mais on va s'y mettre tous et quelque chose va sortir. Eux aussi sont allés à Nanterre alors ? Oui, mais Nanterre, moi je leur ai dit, c'est très dur. Ils sont allés chez les protestants. Bon, il y en a un qui m'accompagnait. Moi, je fais broyer du concret. D'accord. On s'est retrouvés la nuit. C'est la maison de Nanterre, c'est sinistre. Hein. La nuit, c'était en décembre. Il faisait un froid glacial. Je sentais que le garçon il voulait pas le dire. Et arrive un vieux qui était
squelettique. Et tout d'un coup, dans la nuit, dans le froid, il met le doigt comme ça, dit, et me signale, dites-vous bien que je ne vous demanderai qu'une seule chose, une parcelle de compréhension. Je suis restée de glace. Lui, j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Alors il est reparti tout de suite. Et je lui dis, je t'avais dit que c'était dur. Oui, je crois que je vais aller chez les protestants. Vas-y, parce que... Et puis moi, j'apporte des informations, tu l'as vu, c'est important. C'est dur pour quelqu'un de plus jeune, parce que la vieillesse est terrible, et la vieillesse de ces lieux de prison est quand même quelque chose de désagréable, que je prends pour, comme on dit, pour broyer du concret, pour que vous n'ayez pas l'idée que je vais faire des cours pour répéter ce que disent les livres. Et donc il y a vos cours, mais il y a aussi vos directions de thèse. Vous avez dirigé beaucoup de thèses. Ouais. Quelle est cette place de la direction de thèse? Ça prend beaucoup de temps. Moi, je les ai toujours lus. Il y a des gens qui les lisent peut-être un peu vite, mais moi, je ne peux pas lire vite, parce que depuis ma jeune enfance, je devais lire tout. Tous les contes, tout. Alors c'est une manie peut-être, mais bon, c'est comme ça. Et donc à la fin, c'était un peu hard, comme on dit, mais j'étais contente et j'ai essayé. Je crois que j'ai réussi en grande partie, mais pas totalement, à donner du courage à des personnes, des filles ou des garçons, qui ne se sentaient pas prêts. Je dis, mais enfin, c'est presque prêt. Je peux pas faire la thèse à votre place, mais il faut pas se décourager comme ça. Parce qu'après, on va me dire que c'est fini, il y a un délai. J'ai eu un cas comme ça, il a été supprimé. Alors, je leur disais, écoute, là, vous voyez, c'est un peu excessif. Peut-être qu'il faudrait mieux. Bon. Mais je faisais ce type de commentaires. Les idées, c'était les leurs. Cette passion pour l'enseignement, j'imagine, il vous a donné beaucoup d'énergie pour écrire des sommes telles que l'histoire des peuples amérindiens. Je trompe peut-être sur le titre. Oui. Que vous avez publié en 2019. Oui. Et le livre d'histoire précolombienne que vous avez publié ensuite en 2023. Des sommes assez... Oui, et j'en ai fait un sur la musique. Ça se rapproche de ce qu'aujourd'hui on appelle la vulgarisation scientifique. Un peu. Quel est votre rapport avec ça, justement Si la vulgarisation... moi, c'était un enseignement. Je voulais quand même qu'ils sachent qu'il y avait des musiciens comme Bach, et puis après, les Beatles, c'est des musiques de toutes sortes, ou des musiques ethniques et tout ça. J'étais sévère pour ça. Je voulais pas qu'ils s'endorment. Mais, je sais pas si j'ai réussi, ça il faudrait voir. Mais j'ai tenu à leur dire, écoutez, vous en savez plus que vous ne croyez. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qui est dit, c'était mon dernier cours. De tout, après je prenais la retraite. Vous me dites, ah oui, et là aussi, il n'y a pas eu que les musiques, parce que c'est dans mon dernier cours. J'ai dit, écoutez, moi, j'en ai assez de cette inculture générale qui règne. Alors, il faut faire quelque chose. Alors, je vais faire un cours sur des personnes qui ont découvert des choses très importantes. Alors, il y avait Platon, personnage, Freud, Marx, un de droite aussi, pour que ce soit... voilà, des choses comme ça. À ma grande surprise, ils ont adoré. Et à la fin, j'ai dit, bon, vous allez me dire, ou si vous ne voulez pas le dire, mais vous me mettez un papier, quel est l'auteur que vous avez aimé le plus? On peut mettre un papier? Oui, mais vous pourriez l'assumer, mais bon, si vous voulez mettre un papier, Platon et la caverne. Parce que j'ai dit, prenons comme un cinéma, tu vois. Ah ça, ils sont restés pétrifiés. Oh non, jamais entendu parler. Marx, il y en a qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce fantôme? J'ai dit, quel fantôme? Oui, qui hante l'Europe, etc. Bon. C'est pas possible. Il parlait un peu dans les banlieues. Et alors, je dis, tu sais, les ouvriers de l'époque, c'est pas comme les ouvriers d'aujourd'hui, c'était des gens qui souffraient beaucoup, c'était très très dur. Et eux, ils ont compris. Alors il m'a répondu, mais comment des gens, des ouvriers analphabètes ont compris et pas moi? Je dis, ça c'est un problème, tu le résous. Je peux pas dire plus. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était important de temps en temps de parler de
de ces personnages, c'était ni de la sociologie exactement, ni de l'anthropologie, mais ils ont existé. Ah, mais Platon, il a fait un carton. Hein. Et vous leur parliez de Platon, mais est-ce que vous leur parliez de Garcilaso de la Vega? Et Garcilaso de la Vega, j'en ai parlé aussi. Un Inca platonicien, oui, le titre. Oui, donc je n'en ai pas parlé parce que je l'adore. C'est comme un frère. Il y a combien de fois je me dis, ça c'est du Garcilaso quand même. Et il est sans fin. À propos de vos ouvrages de 2019 et de 2023 sur l'histoire précolombienne, les peuples d'Amérique qui remontent de l'ère glaciaire jusqu'au XVIe siècle, j'ai une question toute bête, mais comment faites-vous pour brasser des époques aussi éloignées et pour dire des sommes à la fois d'une immense précision et accessibles à celui qui souhaiterait les lire? Écoutez, ça, je vais faire une sorte d'aveu. Parce que moi, j'ai vécu chez des Espagnols républicains, tout le temps, parler de la guerre, des Juifs, comme ça, en vociférant. Moi, j'étais un enfant petit, quand même. Je suis née en 1939, alors vous voyez. Et donc, ça déjà, ça m'a un peu ouvert les choses. Et alors, mon père a dit, cet enfant, il faut qu'elle apprenne à lire et à écrire avant l'école, parce que c'est trop tard, elle peut le faire. Alors bon, j'ai appris avec des grosses lettres comme ça à lire, et je lisais tout le temps, parce que j'étais toute seule. Et le collège français, il fallait que j'apprenne le français aussi. Alors je lisais, c'était la distraction. J'ai lu tous les gros bouquins des cuentos infantiles, c'était des mamotretos, comme on dit en Espagne. Des trucs très gros que aucun enfant ne lirait aujourd'hui. Mais moi, je les lisais. Je lisais un sur les contes arabigo andalous avec des morts, avec des turbans, etc. Je trouvais ça fantastique. Et j'ai toujours lu, parce que j'étais toute seule, en attendant mes parents. Après, il y avait ma petite sœur, mais ma sœur était 5 ans de moins que moi. On entendait des choses épouvantables à la radio, parce que moi, j'écoutais Tarzan, le fils de Tarzan, quand je revenais de l'école. Mais avant Tarzan, il y avait les actualités. Et j'attendais que mes parents arrivent pour qu'ils m'expliquent. Et alors, il y avait tous ces commentaires argentins. Pero qué barbaridad, pero cómo se puede hacer eso con una señora. Et alors, bon, j'aimais beaucoup lire. Et alors, j'étais dans le collège français. C'était la dernière année. Et j'avais fait une faute de français parce que j'avais dit « assis » et pas « asi ». Et alors, c'était et alors, j'ai dit oui, mais moi, je vais être écrivain français. Héritage, un poème de Carmen Bernand dans Ombre de l'éclat avec contrepoint. J'ai écouté leur peine, j'ai cherché ma lumière secrètement. J'ai entendu leur violence, je l'ai écartée. J'ai contenu la haine, malgré le serment solennel, refusant le cadeau remis pour guider mes pas. En décantant ce don, j'ai gardé l'indignation et la présence des autres serrés, comme les paquets enfouis des temps archaïques. Pour terminer cet entretien, généralement on termine avec des conseils culturels. Alors je sais que dans vos entretiens vous avez bien dit aussi que les romans c'est super important pour vous. Vous avez dit que vous adoriez écrire, mais que même pour comprendre une société, c'est important. Vous dites que qui n'a pas lu Les Misérables ne connaît pas le 19e siècle. Donc, est-ce que vous avez précisé votre rapport à ça, à la littérature, à la poésie, à la musique, et donner quelques conseils de ce qui vous a marqué le plus? Si je me mets à parler des livres, je ne finis plus. Mais je vais aller très rapidement pour dire que la littérature française, espagnole, italienne, allemande, la littérature, ce qu'on appelait la littérature, elle part de fiction, mais ce sont des fictions vraies, parce que les gens, quand ils parlent par la plume de celui qui a écrit. Et que moi, avec tous ces contes pour enfants, Les Misérables que j'ai lus, j'ai pleuré beaucoup, les contes sur les Arabes en Espagne et des choses comme ça, moi j'ai appris ce que l'ethnologue aime, l'autre, parce que il faut se projeter sur d'autres personnes et d'autres sentiments.
et de l'amour et de la haine, et le méchant et le gentil, et des choses, des valeurs. Et qu'on ne peut pas se projeter. Si on fait pas ça, on comprend plus rien. Et maintenant que les gens rechignent à lire des romans, et des romans classiques qui sont très bien faits, c'est la psychologie qui est importante. Et donc on comprend des choses qui sont fondamentales et qui manquent maintenant parce que on le voit tous les jours et il y a des problèmes de compréhension. Il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler de façon générale autrui. Comment on parle, comment on s'aime, quels sont les mots pour le dire. Et ça, tu l'apprends dans les romans sans savoir que tu l'apprends. Il y a un auteur qui vous a marqué aussi en lisant vos souvenirs d'enfance que vous venez de publier chez l'Harmattan, c'est Dostoïevski. Ah, celui-là, je crois que lui, j'ai reconnu un frère. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pouvais plus m'endormir. J'étais hypnotisée par cet homme, ces textes, parce qu'après je les ai lus tous, les plus courts, les moins fameux, tout. Il m'a appris une chose qui est très importante, il ne faut jamais humilier personne. Tu vois, c'est simple. Mais lui, il le raconte avec une telle souffrance et une telle force que tu y crois. Voilà. Merci beaucoup, Carmen, pour tout cet entretien. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir reçus dans votre appartement pour enregistrer cet épisode fleuve. Et merci à vous d'être venus jusqu'ici et de m'avoir écouté.